Bonjour à tous, je m'appelle Céline, je suis psychomotricienne et je collabore depuis quelques temps maintenant, entre autres, avec l'équipe de l'école à porter de Love Radius, Je porte mon bébé. Je voulais aujourd'hui vous présenter toute une série de petites vidéos sur le regard qu'on peut porter en tant que psychomotricienne sur le portage et toutes les questions qui peuvent vous venir sur ce sujet. Parmi les questions fréquentes que nous avons très régulièrement à Love Radius, il en est une qui m'a donné envie de commencer cette vidéo. C'est lorsque l'on nous dit « j'ai peur que mon bébé s'habitue au portage ». Voilà, j'aimerais bien le porter, ça me tente là tout ce que vous montrez, mais moi j'ai peur que je puisse plus le poser, qu'il ne puisse être que dans les bras pour être bien, et voilà, c'est quelque chose qui m'inquiète un petit peu. Alors moi je trouve ça très intéressant, c'est une question que j'ai eue régulièrement lorsque j'ai parlé de portage à des parents, et j'ai pris l'habitude de répondre que lorsqu'il fait froid dehors, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on met un manteau à son enfant, ou est-ce qu'on lui met rien pour qu'il s'habitue au froid? Vous me direz, la question est un peu bateau. Effectivement, j'aime bien prendre des exemples qui n'ont rien à voir avec le bébé. Donc, il fait froid dehors, j'ai besoin de chaleur, j'utilise un outil pour avoir moins froid. C'est pas plus compliqué que ça. Alors, quand on me demande est-ce que bébé va s'habituer au portage, moi je réponds oui. Bien sûr qu'il va s'habituer. Évidemment qu'il va s'habituer à être porté, à être dans les bras. Évidemment qu'il va s'habituer à être porté, à être bercé, à être cajolé, à être entendu dans l'expression de ses besoins. Quand il a besoin de manger, je le nourris. Quand il a besoin d'être changé, je le change. Et quand il a besoin de contact, je le porte. C'est pas plus compliqué. Je suis un peu provoque en vous disant ça. Évidemment, c'est pour démystifier un petit peu cette question qui, je le sais, en fait, soulève quelque chose de très important. C'est-à-dire que on sait qu'on doit répondre. On sait qu'on doit répondre aux besoins d'un bébé. On est là pour ça. En tant que parent, on a fait un enfant. On sait que répondre à ses besoins fait partie de notre nouveau job de parent. Pour autant, il y a certains besoins qui peuvent être un peu plus impressionnants que d'autres. Donc sur cette question, je voulais vous apporter 3 points de vue avec différentes théories qui nous permettent peut-être d'envisager cette peur de l'habitude un petit peu différemment. J'espère qu'elle vous donnera des pistes en tout cas. Le premier point que je voulais aborder était le fait que le bébé a déjà l'habitude du toucher. Imaginez-vous, c'est le premier sens qui se développe au niveau cérébral. C'est le premier sens à être le plus actif, on va dire, au niveau du cerveau du bébé, même déjà dans le ventre. Et dans le ventre, rappelons-nous, bébé est entouré d'eau. Donc tout son corps en entier est touché constamment. En plus, les parois de l'utérus viennent donner toute une contenance à son corps et viennent toucher la majorité de l'arrière de son corps. Donc le toucher est déjà un sens très important pour bébé, puisque c'est quelque chose qu'il utilise déjà depuis 9 mois. Pour certains, vous allez faire un petit accompagnement à l'accouchement, un accompagnement en tout cas à la naissance, en utilisant la technique de l'aptonomie. C'est une méthode qui a été inventée par Franz Wellmann dans les années 80, et qui mettait le sens du toucher comme précurseur de tous les autres sens. Franz Wellmann disait « La vue n'est rien d'autre qu'un toucher à distance. C'est parce que la lumière vient toucher ma rétine, vient toucher une part de mon corps, que je vois. C'est parce que les vibrations viennent toucher l'intérieur de mon oreille, d'accord, viennent toucher mon tympan, donc viennent toucher mon corps, que j'entends. Donc, la vue et l'audition, par exemple, ne sont qu'un toucher à distance. Donc on voit bien que le sens du toucher est un sens précurseur. Il parlait évidemment aussi de l'importance du toucher dans la relation et dans le début de la relation, et c'est tout le principe de l'autonomie. Mais là n'est pas le sujet.
Un autre livre que j'aime beaucoup, qui apporte plein d'éclairage aussi sur ce sens du toucher, est le livre de Ashley Montagu, qui a été écrit dans les années 70. Et là, si vous avez un peu de temps avec le confinement, je vous conseille d'aller jeter un petit coup d'œil, qui s'appelle donc « La peau et le toucher comme premier langage ». Donc ce sera le but de mon deuxième point éclairant. Et Ashley Montagu donc nous raconte, donc ça c'est dans les années 70, c'est pareil, tout ça, ça date pas d'hier. Il nous raconte que tous les mammifères, absolument tous les mammifères, ont cette recherche de proximité avec les autres. Même que ce soit les chevaux, les moutons, même les baleines, ont des comportements de proximité les uns avec les autres. Donc, en tant que mammifères, bassement mammifères, nous avons aussi ce besoin de contact et cette recherche de proximité comme quelque chose de naturel et inné chez nous. Donc tout ça nous raconte que bébé a déjà l'habitude d'être touché et déjà l'habitude d'être en contact proche de l'adulte. Désolée, c'est pas le portage qui fait ça, c'est déjà une habitude que bébé a. L'habitude qu'il a aussi, c'est de communiquer à travers ce contact corporel. Et ça, c'est une notion en psychomotricité qui pour moi est très importante. Donc les psychomotriciens, nous aimons bien l'appeler le dialogue tonique. C'est quelque chose comme ça qui peut paraître un peu barbare, mais j'espère vous donner les clés pour le comprendre assez facilement et pouvoir observer vraiment chez votre enfant et même avec les autres adultes à quel point le dialogue tonique est quelque chose que nous utilisons énormément. Donc le concept de dialogue tonique est un concept qui a été d'abord nommé par Henri Wallon, donc ça c'est dans les années 30, et Julian de Ajuriaguera, qui est le père de la psychomotricité, dans les années 70, l'a énormément développé puisque c'est un outil que nous utilisons énormément dans notre métier et c'est une des principales voies d'accès vers l'autre que nous utilisons. Alors, bébé a déjà l'habitude de communiquer par ce contact corporel. Comment ça? Eh bien, pendant la grossesse, mesdames qui êtes enceintes ou mesdames qui avaient accouché il n'y a pas longtemps, vous vous souviendrez, quand vous vous asseyez dans le canapé et vous vous dites « Oh, c'est le moment, je vais me caler, je vais me détendre », que fait bébé? C'est généralement le moment où il décide de se manifester. Un petit coup de pied par-ci, on gratouille par-là, un coup de pied dans les côtes, et je fais bouger le ventre dans tous les sens. Pourtant, 1 heure avant, vous étiez en mode working girl, en train de passer de la voiture au magasin, repartir au travail, reprendre la voiture, et bébé pouvait se manifester, mais peut-être pas tant que ça. Et le moment où vous vous installez, tranquille, où vous vous posez, c'est un moment où vous relâchez les muscles qui entourent votre utérus. L'utérus est une espèce de poche qui est entourée de vos muscles. Et le moment où vous vous détendez dans le canapé est un moment où vous relâchez l'ensemble de votre corps. Et bébé sent bien que c'est un moment de disponibilité. Vous êtes sûrement plus disponible qu'il y a 1 heure quand vous couriez dans tous les sens et que vos muscles étaient plutôt contractés. Un autre exemple. Vous êtes enceinte, encore une fois, et vous entendez la porte qui claque. Votre première réaction est bien sûr un sursaut et donc une contraction de tout votre corps. Bébé a entendu lui aussi la porte qui claque dans votre ventre et il a senti cette contraction de votre corps. Donc déjà dans le ventre, il commence à comprendre qu'on réagit avec notre corps simplement à des stimulations extérieures. Maman écoute une chanson qu'elle aime beaucoup. Elle se détend avec cette chanson. Bébé entend cette chanson aussi dans le ventre. Et il sent que ça détend maman et que ça fait sécréter tout un tas d'hormones de bien-être. D'accord? Donc il commence à s'expliquer le bien, le mal, en tout cas s'expliquer le monde extérieur avec cette alternance entre la contraction et la détente musculaire. Le dialogue tonique, c'est pas plus complexe que ça. C'est cette histoire de détente et contraction que l'on capte
au-delà des mots, quand on discute avec quelqu'un. Quand quelqu'un est énervé face à vous, vous n'avez pas besoin qu'il vous crie dessus pour savoir qu'il est énervé, n'est-ce pas? Vous voyez les contractions dans sa mâchoire, peut-être les contractions dans les muscles de son cou, peut-être une contraction générale de son corps, qui fait que vous savez qu'il est énervé, même sans qu'il dise quoi que ce soit. Quand vous passez au bord de la plage l'été, et vous voyez les gens affalés au soleil, qu'est-ce qu'ils vous renvoient? Pourtant ils vous disent rien, mais vous savez bien qu'ils sont plutôt détendus. Vous vous expliquez la situation très facilement parce que vous voyez sur leur corps que tout est relâché. Donc vous voyez bien que le dialogue tonique est quelque chose qu'on utilise très régulièrement. Et pour moi, c'est cette première forme de communication du bébé. Souvent, je peux lire ou entendre que les pleurs sont la première communication du bébé. Effectivement, quand il est sorti, c'est la chose qu'on entend le plus. C'est un son auquel on n'était pas habitué avant en plus. Donc ça peut surprendre les jeunes parents. Mais en fait, on a déjà commencé à communiquer avec lui bien avant ça. Je vous parlais de ces moments sur le canapé, tranquille, où le ventre bouge dans tous les sens. Qui n'a pas été donné un petit coup dans le ventre pour voir si bébé réagissait? Quel papa n'a pas posé la main chaude pour voir si bébé venait s'y lever un petit peu? N'est-ce pas? Quelle maman n'a pas bercé un peu son ventre lorsque bébé donnait vraiment des coups qui étaient pas très agréables, ou sentait que ça bougeait dans tous les sens et qu'elle avait vraiment besoin que ça se calme? D'accord? Quelle maman n'a pas bercé son ventre, donc bercé son bébé, avant même qu'il soit né? Je pense que vous serez nombreux à vous reconnaître. Donc vous voyez bien que on ne le voit pas, bébé ne pleure pas encore, et pourtant on communique avec lui déjà. Donc bébé a déjà l'habitude d'interagir avec votre corps et de comprendre ce qu'il se passe par votre corps. Et vous avez déjà l'habitude de le toucher, de le bercer, de jouer avec lui, déjà par le biais du corps. Je suis désolée. C'est pareil, c'est pas le portage qui amène cette proximité et ce jeu entre les corps. C'est déjà là. Vous avez déjà l'habitude et bébé a déjà l'habitude. Donc, si on veut parler de cette peur que bébé s'habitue au portage, pour moi le portage ce sont ces deux grandes choses, la proximité du corps et le toucher. Et donc ces deux grandes choses, bébé est déjà habitué. Il y a une chose en plus qui commence avant la naissance, mais qui se manifeste vraiment très très fort à la naissance, c'est l'attachement. C'est le troisième point que je voudrais apporter avec vous. Alors l'attachement, certains auront peut-être entendu parler de ce concept-là, certains auront peut-être des images très très bizarres d'enfants attachés avec des cordes, ce n'est pas ça. L'attachement, c'est un concept qui a été développé surtout dans les années 50 par un grand psychologue qui s'appelait Bowlby, et qui a été beaucoup repris, qui a été très très développé dans les années 60 et 70, où on a mis en place tout un tas de protocoles pour essayer de qualifier cet attachement, savoir un petit peu, alors oui, comment est-ce que la relation entre la mère et l'enfant, entre le parent et l'enfant en tout cas, s'installe et qu'est-ce que ça crée chez l'enfant. Winnicott en parlait aussi déjà, Donald Wood Winnicott, je ne sais pas si vous le connaissez, mais si vous le connaissez pas, je vous conseille d'aller lire 2-3 trucs sur lui, parce que c'est vraiment quelqu'un qui a beaucoup apporté à la vision sur le nourrisson et à la relation parent-enfant. Donc Winnicott, qui a commencé à parler de ça dans les années 50, c'est pas un truc d'aujourd'hui. c'est vraiment des concepts qui commencent à dater, mais qui sont pas forcément toujours assez répandus à mon goût. Alors donc, qu'est-ce qui nous fait peur dans cette idée que bébé prenne l'habitude d'être porté? Moi, je dirais que l'enjeu de l'attachement, c'est peut-être ça qui nous inquiète un petit peu. Puisqu'au fond, on sait très bien que c'est pas la proximité corporelle qui nous inquiète. On sait très bien qu'on va être proche de son bébé. Le bébé ne va pas marcher avant au moins 1 an, donc on va le porter pendant au moins 1 an. On le sait. Donc, qu'est-ce qui nous inquiète dans le fait de le porter plus
avec un outil, de le porter plus régulièrement que si on le portait juste dans les bras. Moi, je crois que les enjeux de l'attachement ont vraiment quelque chose à voir là-dedans. Accepter que être parent, c'est pas seulement changer les couches, donner à manger, même si ça prend beaucoup de temps, tout ça, mais c'est aussi devenir cette personne absolument irremplaçable pour son bébé. Et que bébé devienne cette personne absolument irremplaçable pour nous. C'est pas rien comme relation. Il n'y a pas beaucoup de relations dans la vie où la personne qu'on a en face est totalement irremplaçable. Donc, je pense que, effectivement, ça peut faire un peu peur. Vous avez raison. Et pourtant, on en a besoin de devenir cette personne irremplaçable. Bébé a vraiment besoin que vous vous connectiez à lui pour entendre ses besoins et pouvoir y répondre. Donc pour lui, c'est un enjeu vital, l'enjeu d'attachement. C'est vraiment quelque chose qu'il doit faire naître en vous, si vous ne l'avez pas déjà, pour pouvoir survivre. Et vous, bien sûr, pour pouvoir vivre cette période tellement intense que sont les premiers temps avec bébé, vous avez besoin d'être dans cette connexion particulière avec votre enfant. Winnicott, dont je vous parlais, appelait ça la préoccupation maternelle primaire. Alors moi, quand j'en parle aujourd'hui, je parle de préoccupation parentale primaire, parce que les papas ont aussi leur mot à dire là-dedans, ce qui n'était peut-être pas le cas tout à fait dans les années 50. Mais la préoccupation parentale primaire, c'est vraiment un état très particulier qui fait qu'on a une connexion très intense avec son bébé. C'est tellement intense que c'est pas seulement une connexion psychologique ou affective, c'est nos rythmes de sommeil se mettent au même rythme que le sommeil du bébé, alors que nos rythmes de sommeil à nous sont très calés depuis des années. Le rythme du bébé est plutôt confus, et en tout cas, les phases de sommeil sont beaucoup plus courtes. Et on a constaté chez les nouveaux parents que les phases de sommeil étaient également beaucoup plus courtes. Pas parce que le bébé les réveillait, puisque ça a commencé déjà pendant la grossesse. Déjà pendant la grossesse, votre corps s'est préparé à avoir un sommeil beaucoup plus haché que à l'accoutumée. C'est pour ça qu'en fin de grossesse, hormis le fait qu'on a du mal à trouver sa position, mais en fin de grossesse, on dort généralement pas très bien et on se réveille généralement assez souvent parce que notre cerveau se met déjà au rythme de bébé. Donc vous voyez que bien au-delà de l'affectif ou du psychologique, la préoccupation parentale primaire, elle est physiologique, elle fait partie de notre état, elle modifie totalement notre fonctionnement pour accueillir bébé. Qu'est-ce que l'attachement a à voir avec le portage? Je vais vous prendre un exemple qui n'a rien à voir avec les bébés, j'aime bien faire ça. En ce moment, pour ceux qui ont la chance d'avoir un petit bout de jardin ou un petit bout de balcon, peut-être que vous avez planté quelques pieds de tomates, histoire de passer le temps pendant ce confinement. Donc, quand on plante un pied de tomate, ce qui est important, c'est de lui mettre un tuteur pour qu'il puisse pousser droit, d'accord? Mais si je mets que le tuteur à côté de mon pied de tomate, et que j'oublie d'aller gratouiller la terre, d'aller enlever les escargots, d'enlever peut-être les gros cailloux qui le gêneraient, est-ce que mon pied de tomate va bien pousser? Je ne crois pas. Il n'y a pas que le tuteur qui fait pousser le pied de tomate bien droit. Il y a aussi toutes les racines qu'il va pouvoir construire dans une bonne terre. Si on le plante dans un truc trop sableux ou trop argileux ou je ne sais quoi, c'est pas sûr qu'il arrive à pousser très bien, même si son tuteur est super solide à côté. Vous voyez l'image? Je ferai les liens après, hein, vous inquiétez pas. On n'est pas là, on va parler de botanique, mais j'aime bien donner des exemples qui n'ont rien à voir avec les bébés, parce que ça permet d'ouvrir un petit peu la réflexion. Donc, cette question de mon plant de tomate, avec son tuteur bien solide, pour que mon plant de tomate puisse avancer, il lui faut un appui externe qui lui montre la direction, qui lui dise où avancer, mon tuteur. Mais il lui faut aussi des appuis internes, une bonne base sur laquelle aller mettre ses racines et aller vraiment se poser pour pouvoir monter. Vous voyez l'image?
Le tuteur n'est là en fait que pour faire des petits liens, des petits ponts, des petits points réguliers pour lui montrer la direction du ciel. D'accord ? Pour lui montrer dans quel sens pousser. Le tuteur peut aussi être là pour amener des choses à la terre. D'accord ? Parce que mon pied de tomate ne peut pas tout faire tout seul. Il a besoin de cet appui externe. Par contre, si cet appui externe est un petit peu trop penché sur mon pied de tomate, est-ce que mon pied de tomate va pousser ? Pas trop, hein ? Et si mon pied de tomate est complètement reposé sur son tuteur, c'est pareil, il va pas pousser très droit. Vous voyez l'idée ? La place pour moi du tuteur pour le pied de tomate est en parallèle du chemin de mon pied de tomate. On fait des ponts, mais on reste en parallèle. Et à un moment, le chemin du tuteur, il ne va pas aller très loin, le tuteur a fini de pousser lui. Mais par contre, pied de tomate, à qui on aura bien montré la direction et à qui on aura donné de bonnes bases pour pousser, il peut aller bien plus loin que son tuteur. Est-ce que vous avez compris l'idée ? C'était pas bien compliqué. Donc, c'est une notion en psychomotricité que j'aime bien utiliser, qui parle en fait des appuis externes et des appuis internes. Et pour moi, l'attachement, c'est ça. Les enjeux de l'attachement, c'est ça. C'est-à-dire créer ces liens avec l'enfant pour lui donner une direction, mais aussi lui donner une base, une confiance en lui solide. La base qui va faire que l'enfant va avoir envie d'avancer et d'aller même au-delà de la direction qu'on lui montre, et d'aller explorer bien au-delà. Quand j'ai envie d'aller gravir une montagne, j'ai besoin que mes proches soient d'accord avec ce projet, qui me pousse là-dedans, qui m'accompagne, même juste psychologiquement, mais qui m'accompagne dans ce projet. Mais j'aurais pas envie d'y aller, j'aurais pas la motivation d'y aller, et j'aurais pas la niaque d'aller jusqu'en haut de la montagne si je n'ai pas une base interne, des appuis internes, une confiance en moi suffisamment solide. On est d'accord ? Même si mon entourage est très costaud autour, si moi, je me sens pas capable à l'intérieur, je ne vais pas y aller. Vous voyez à quel point l'entourage est important pour l'enfant, mais la construction de sa confiance en lui, elle est importante aussi. Et elle se construit dès le début, grâce à la relation d'attachement. C'est parce qu'on a répondu aux besoins de son bébé, quand il les a exprimés, qu'on lui a dit d'une certaine façon, tu es important pour moi. Tu es quelqu'un, tu es une personne, et tu es important pour moi. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. Être important pour quelqu'un. Compter pour quelqu'un. Et surtout qu'on prenne soin de vous. Voilà. Donc, quand on prend soin du bébé, on construit ça. On construit cette importance qu'il a pour nous, et du coup, cette importance qu'il a pour lui. Si on a pris soin de moi, j'ai pas le droit de me laisser aller. D'accord ? Je dois continuer à prendre soin de moi. Vous voyez cette idée ? Donc ça construit vraiment la confiance en soi. Et ces racines-là qui vont nous permettre d'avoir des ailes plus tard. Donc quand on parle d'attachement, vous voyez bien que pour moi c'est très lié avec la question de l'autonomie aussi. Si on m'a donné suffisamment de ponts, suffisamment de solidité externe et interne, je peux aller parcourir le monde sans avoir peur que mon tuteur s'en aille. Mon tuteur est toujours là, même si moi je suis allée beaucoup plus loin. D'accord ? Donc, on voit bien que parce que la relation d'attachement au départ a été juste dans la réponse aux besoins de l'enfant, l'enfant pourra ensuite avoir vraiment une autonomie beaucoup plus grande que si cette relation est un petit peu plus complexe. Donc pour moi, l'attachement, c'est aussi la séparation, du coup. C'est la séparation, mais la séparation en sécurité. Et ça change tout. C'est-à-dire qu'un enfant qu'on aura peut-être plus porté qu'un autre, ou plus écouté dans son besoin de proximité, je suis pas sûre qu'il s'habitue au point de ne plus jamais vous lâcher. Et je pense que c'est même peut-être le contraire. C'est-à-dire que
si on lui a dit, dans cette période de vulnérabilité intense, d'adaptation à un milieu qui est très complexe pour lui, il était dans l'eau, il flottait tranquillement, il était nourri en continu, il était toujours au chaud, et d'un seul coup, il fait froid, il fait chaud, on mange en fractionné, j'ai le poids de la pesanteur sur moi. Vous imaginez tout ce qu'il a à gérer, ce petit bonhomme. Donc je pense que dans cette période de vulnérabilité intense, si on porte une attention particulière à cette relation d'attachement, je pense que l'enfant peut ensuite vraiment se sentir pousser des ailes et aller vraiment bien au-delà de ce qu'on imagine, parce qu'il aura eu cette base, cette construction interne très très solide. Donc si je reviens à ma question du départ, j'ai peur de porter mon bébé proche de moi comme ça dans l'écharpe. Est-ce que je vais pouvoir le poser un jour? Est-ce qu'il va pas rester collé à mes basques à longueur d'année? Pour moi, la réponse, c'est sûr que bébé va s'habituer, parce qu'il est déjà habitué à toute cette proximité, et il va au moins s'habituer à ce qu'on entende ses besoins et qu'on y réponde de façon adaptée. Donc je pense que pourquoi avoir peur? J'espère en tout cas que tous ces petits éclairages vous permettront de pas rester sur ce sentiment, mais de se dire que ça fait partie des outils, comme le manteau au départ, pour éviter que mon bébé ait froid. Je mets un manteau parce qu'il y a besoin de chaleur. J'utilise un outil de portage parce que ça aide le bébé à se sentir mieux. Mais il y a une petite chose que j'ai pas abordée, c'est que j'ai parlé de l'autonomie de l'enfant. J'ai pas parlé de l'autonomie du parent. Mais l'outil de portage, c'est aussi un outil d'autonomie du parent. C'est-à-dire, dans certaines sociétés, quand le bébé arrive, tout l'entourage familial de la maman prend en charge toutes les charges quotidiennes, c'est-à-dire le ménage, faire à manger, s'occuper des autres enfants. Toutes ces choses-là sont gérées par l'environnement de la maman. Et la maman est absolument dévolue à son bébé. Dans notre société, c'est pas tout à fait ce qui se passe, et c'est pas tout à fait ce dont on a envie non plus. On est une société où on aime bien être parent, mais pas seulement. Pour reprendre un slogan que certains reconnaîtront. Et on y tient à ça. C'est important pour nous d'être parents, mais pas seulement. C'est-à-dire d'inclure bébé dans notre vie sans qu'elle soit absolument changée de A à Z. Elle est changée de A à Y. Mais de Y à Z, on continue à pouvoir faire un petit peu ce qu'on faisait déjà avant. Et on aime bien inclure bébé là-dedans et lui faire découvrir notre monde aussi. Et pour moi, le portage, ça aide aussi le parent à pouvoir donner sa place au bébé dans sa propre vie, donner une place au bébé sans qu'elle soit monumentale, mais qu'elle soit une juste place, la place que bébé prend dans ma vie quotidienne, dans mon rythme à moi. Donc si je reprends la question, j'ai peur que mon bébé s'habitue au portage, j'ai peur de ne pas pouvoir m'en séparer, j'ai peur de ne pas pouvoir le lâcher. Effectivement, de toute façon, vous êtes attaché à lui, il est attaché à vous, et que ce soit avec ou sans porte-bébé, de toute façon, il y a cette relation particulière qui s'est créée et qui fait que chaque mouvement de vie devra s'organiser avec ça. Je suis pas sûre que le portage avec un porte-bébé, en tout cas, amène plus de bébé pot de colle. Au contraire. Je pense vraiment que ça peut donner des points d'appui et aider le bébé, mais aider aussi vous en tant que parent à avoir rempli suffisamment le vase pour pouvoir donner de jolies fleurs. Voilà, je finirai avec cette image. J'espère vous avoir donné des petites pistes. Et puis, n'hésitez pas à nous poser des questions, à nous poster vos remarques si vous voulez. On sera ravis d'y répondre, que ce soit moi ou l'équipe de Love Radius. Et si vous avez aussi des thèmes que vous voulez aborder, allez-y. On est là pour ça et on est ravis d'accompagner vos premiers pas de parents et les premiers pas de votre bébé. À bientôt!